Dressée à 80 mètres au-dessus de la mer, sur un rocher de 4 km² au milieu d'une baie qui porte son nom, l'abbaye de Saint-Michel attire les foules depuis 1300 ans. Avec 2,5 millions de visiteurs par an, le Mont est le 3e site culturel français après Versailles et la Tour Eiffel. Il a été tour à tour un haut lieu de pèlerinage, un symbole de résistance aux Anglais lors de la guerre de 100 ans, une des plus terribles prisons du Royaume de France au moment de la Grande Révolution. Lorsqu'on vient au Mont, on s'adresse à celui qui dresse l'épée contre les forces du mal. Le Mont Saint-Michel était une source d'irritation majeure pour l'occupant anglais en Normandie. On va même surnommer l'abbaye la Bastille des mers. Comment a-t-on réussi à ériger ce monolithe au sommet d'un rocher? Quelles techniques ont permis de le suspendre au-dessus du vide? Comment le bâtiment a-t-il pu résister au temps, aux phénomènes climatiques extrêmes, au tourisme de masse et aux aléas de l'histoire? Le Mont Saint-Michel est une sorte de suprême château de sable. Prenons conscience de notre petitesse face à cette masse formidable. Aujourd'hui, le mont et sa baie, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont mis en danger par l'environnement en mutation permanente. Le Mont Saint-Michel n'était plus une île. Il y avait certaines urgences à agir. Une nouvelle fois, il a fallu se remettre au travail pour sauver la merveille. C'est l'illustration de la capacité que l'homme a à surmonter ses propres limites. L'abbaye de Saint-Michel a été fondée aux confins du monde chrétien. Au fond de la baie la plus dangereuse du littoral français, balayée par les vents violents, les grandes marées d'équinoxe, où les sables mouvants guettent celui qui s'y aventure. Comment cet endroit dangereux et isolé s'est-il formé? C'est à l'ère des grands chocs tectoniques, il y a 600 millions d'années, que l'actuelle baie de Saint-Michel apparaît progressivement. La pression sur les masses de granit est telle que 2 protubérances surgissent côte à côte. Il y a encore 15 000 ans, les 2 rochers régnaient seuls au milieu d'une plaine. À cette époque où le niveau des océans était 120 mètres plus bas, un simple fleuve séparait les îles britanniques du continent. Avec la hausse globale des températures, les immenses glaciers du nord de l'Europe ont fondu. La mer remonte doucement mais sûrement. Elle monte rapidement entre il y a 18 000 ans et puis 5 000 ans, et après plus lentement avec 1 millimètre, 1,2 millimètre par an. Et la baie du Mont-Saint-Michel s'est formée véritablement dans cette dernière phase de remontée du niveau de la mer. L'eau arrive enfin au mont et le transforme en véritable îlot. Depuis, le rocher se dresse au milieu des éléments déchaînés. Les grandes marées atteignent une amplitude inouïe de 15 mètres et sont les plus puissantes de toute l'Europe occidentale. Au cours de la longue histoire du mont, on compte par milliers les personnes surprises, encerclées et emportées par les eaux de la baie. Qu'est-ce qui a donc poussé l'homme à créer un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel dans ce lieu austère? Le choix d'installer un sanctuaire sur le Mont Saint-Michel paraît aberrant. Effectivement, c'est un lieu qui est totalement inhospitalier, entouré par la mer, mais en même temps, les lieux consacrés à Dieu ne sont pas des lieux faciles. L'archange n'a pas les problèmes de contingence que nous avons, nous, aujourd'hui. Moi qui ai habité au Mont, il fallait monter les sacs de course, il fallait monter les bébés. L'archange, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de course. Lui, il a choisi cet endroit. Après, c'est aux hommes de s'adapter. D'après la légende, c'est l'archange lui-même qui a choisi l'endroit pour son sanctuaire. Cette légende, d'où nous vient-elle? Cet ancien manuscrit du IXe siècle est le célèbre Révélatio, la première trace écrite sur les origines du Mont Saint-Michel. C'est ici que la légende prend sa source. Antistes adbertus nomine, soporis esse dedis set, admonitus est angelica revelatione, ut ignap dictis sumitate loci sancti, construeret in honore archangeli aedem. Nous sommes au début du 8e siècle de notre ère, l'âge sombre et mythique de l'Europe. Les nouveaux saints sont légion et les révélations miraculeuses fusent. Aux confins occidentaux du monde chrétien, l'évêque d'Avranches, Aubert, a une vision. L'archange Saint-Michel lui apparaît au cours d'un songe et l'incite à construire un sanctuaire en son honneur au sommet du mont Tombe. Pour appuyer sa demande, il pose l'index sur la tête d'Aubert. Contraint,
l'évêque se résout à construire un modeste sanctuaire sur le rocher. Pendant des siècles, la preuve ultime de la véracité de cette légende était une relique attribuée à l'évêque Aubert. À 25 km du Mont Saint-Michel, à l'église Saint-Gervais d'Avranches, se trouve ce crâne qui comporte un orifice important. S'agit-il de la trace de l'index de Saint-Michel? Ce crâne a un vrai trou. Le rond était presque parfait. Les berges du trou avaient un aspect tout à fait particulier. Et tout ça nous a amené tout simplement à diagnostiquer une maladie qui s'appelle le kyste épidermoïde. La légende de l'origine divine du Mont Saint-Michel a finalement une explication très terre-à-terre. Et le mystère de sa fondation reste entier. Je crois qu'il faut revenir à l'archange Saint-Michel. C'est lui qui tient le secret de cela. On édifie toujours des sanctuaires en l'honneur de Saint-Michel dans des endroits isolés. Le 16 octobre 709 est la date officielle de la fondation du sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. L'une des figures de la chrétienté les plus admirées, mais aussi les plus redoutées, le prince des milices célestes. La dimension guerrière de l'archange va séduire les nouveaux maîtres de l'Occident, les Normands. Ces descendants des Vikings vont particulièrement s'intéresser au modeste sanctuaire perdu au milieu de la Grande Baie. Mais cet intérêt sera avant tout d'ordre stratégique. La plus ancienne construction existante sur le Mont Saint-Michel est Notre-Dame-sous-Terre, une église aux proportions modestes. C'est la première trace des Normands sur le mont. Elle sera recouverte par des constructions postérieures et se trouve aujourd'hui sous la terrasse ouest. Datée au carbone 14 de 970, elle est l'aboutissement d'une des plus fulgurantes conquêtes que l'Europe n'ait jamais connues. Dès le début du IXe siècle, les alentours du mont ont cessé d'être un lieu sûr. Des rumeurs inquiétantes circulent. Les hommes du Nord, les Vikings, sèment la panique dans toute l'Europe. En 841, Rouen est pillé. Huit ans plus tard, Paris est assiégé. Le roi de France cède aux Normands ses territoires à l'ouest. Le duché de Normandie est né. En 966, les Normands chassent les Bretons et prennent le contrôle du mont. Les Normands se sont vivement intéressés à ce sanctuaire, peut-être pour des raisons plus politiques que religieuses, parce que ce sanctuaire, il était aux limites de leur province. Les Normands veulent marquer les esprits par un geste symbolique. Ils sont là pour durer. Quoi de plus fort que de l'inscrire dans le granit du mont? Donc le duc de Normandie va prendre la décision de transformer le sanctuaire en un monastère. On change d'échelle. La volonté des ducs de Normandie, c'est d'en faire un des grands centres de pèlerinage de l'Europe. Plus important même au Moyen-Âge que Saint-Jacques de Compostelle. À l'aube d'un nouveau millénaire, les travaux débutent au mont. Ce projet sera d'une audace exemplaire pour le Moyen-Âge. Alors l'architecte, c'est probablement un moine. Au XIe siècle, il n'y a que les moines qui ont une connaissance des mathématiques, de l'architecture suffisamment importante pour édifier un édifice comme celui-là. Le bâtiment qu'on va suspendre au-dessus de la mer va avoir des dimensions impressionnantes. 80 mètres de long et plus de 20 mètres de haut. En forme classique de croix formée par la nef, le chœur et les bras de transept, la nouvelle église est censée accueillir des centaines de personnes. Cette croix en granit doit être posée sur un axe précis. Les églises chrétiennes sont généralement orientées vers l'Est, car c'est la direction du soleil levant, et symboliquement, celle de la résurrection du Christ. Construit principalement en granit, matériel quasi éternel mais très lourd, l'édifice va engendrer une poussée énorme. Pour la pallier, plusieurs éléments ont été prévus à l'intérieur. Les rangées de colonnes, des arcs de décharge, sont là pour répartir le poids de la structure. Dans le souci d'alléger l'édifice, le couvrement a été conçu en bois.
La construction d'un tel monstre architectural va mettre en branle toute la région. La construction de cette église du Mont et de toutes les grandes églises qui sont construites à la même époque en Normandie, moi je la compare effectivement aux centrales nucléaires, à tous ces chantiers qui vont développer, qui vont doper le bâtiment et par là même l'économie de la région. Le chantier présente plusieurs contraintes. La première, où trouver les matériaux de construction sur un caillou entouré par les flots. À 30 km du mont vers le large se trouve un archipel sauvage, les îles Chausey. C'est sur ces bouts de terre au milieu de l'océan qu'on installe une carrière qui va fournir toutes les pierres pour le chantier. Tout va venir de l'extérieur, ou presque, pour une raison toute simple. C'est qu'il est bien plus pratique d'organiser des chantiers de taille à l'extérieur que sur un rocher déjà surpeuplé et très petit. Un autre avantage des îles Chausey, le transport a un coût quasi nul et peut se faire avec des embarcations de faible tonnage. On dépose les blocs de granit pendant la marée basse, on monte les barques dessus et on amarre la pierre avec un système de treuil. La marée montante fera le reste. C'est la mer qui pousse les barges chargées de pierre, mais on fait aussi venir des matériaux plus lointains. On fait venir la pierre de Chausey, on fait venir la pierre de Caen, et puis l'essentiel, le matériau essentiel, et on l'oublie complètement, c'est la chaux. Et cette chaux, elle ne peut pas venir de l'Avranchin, puisqu'il n'y a pas de pierre calcaire ici. Donc là aussi, tout est venu en bateau, probablement de la plaine de Caen. Tous les matériaux de construction convergent finalement vers le mont. Pour les assembler, il faut maintenant trouver la main-d'œuvre qualifiée, prête à braver l'altitude, le vent et le mauvais temps. Il n'y a pas d'esclaves au Moyen-Âge, et encore moins en Normandie, où le servage n'existe quasiment pas. Non, les tailleurs de pierre, les maçons, ce sont des gens libres, et ce sont des gens qui sont payés. Et pas payés avec des petites pièces, non, qui sont bien payés. Il y a tellement de chantiers en Normandie qu'il y a une concurrence entre ces chantiers. Et donc on a intérêt, pour avoir les meilleurs artisans, à les payer correctement. Ces marques étranges, gravées dans les pierres avec lesquelles le Mont-Saint-Michel est construit, ne sont pas des signes cabalistiques, mais un système qui permet de comptabiliser le travail de chaque tailleur. Les ouvriers sont payés pour le nombre de pièces taillées. Celui qui travaille plus gagne en conséquence. Les tailleurs sont les aristocrates du chantier, car tout le travail est organisé autour de la pierre. Une fois arrivés au mont, les blocs sont hissés avec un système de roues, de treuils ou sur les épaules des hommes de pelle. On fait tenir les blocs ensemble avec du mortier préparé par des morteliers avec du sable, de la chaux et de l'eau. Pour les assembler, il faut des échafaudages en bois et pour faire les voûtes, les coffrages qui les soutiennent. C'est le travail des charpentiers. Ces derniers sont également en charge des charpentes pour les toits. Le maître d'œuvre est le cerveau du chantier. Il doit assurer une coordination parfaite entre les différents corps de métier. Il faut des équipes soudées qui travaillent avec peut-être même deux équipes, une du lever du soleil jusqu'au milieu de la journée et une autre jusqu'au coucher du soleil. Sachant qu'on ne peut travailler sur place que l'été, à la belle saison, quand le mortier peut prendre. Parmi les nombreuses contraintes, celle qui pose le plus de problèmes est le site lui-même. Les hommes de l'an 1000 pensaient l'architecture en lien étroit avec la spiritualité. Un édifice dédié à l'archange ne saurait être érigé qu'au point le plus élevé du rocher. Pour eux, l'église symbolisait la ville céleste de Jérusalem. Et ils la voulaient poser métaphoriquement au sommet du monde. Alors, la prouesse technique, elle est évidente, puisqu'il faut, à cette époque, c'est le pari des bâtisseurs, faire tenir au sommet d'un rocher qui culmine à 80 mètres d'altitude, un édifice dont la grande partie repose dans le vide. On ne peut pas poser une église de 80 mètres de long à la pointe d'un rocher de 80 mètres de haut, et il a fallu établir les cryptes. Et ce qui est formidable, c'est d'abord le travail de construction de ces soubassements qui vont porter cette église comme suspendue au sommet de ce rocher. Les cryptes. Voilà la réponse que trouvent les bâtisseurs pour gagner du terrain sur le vide et créer les fondations pour la future église. Du côté ouest, la tâche est simple. On se sert de l'église Notre-Dame-sous-Terre qui existe déjà. On construit 3 autres cryptes du côté est, sud et nord pour poser dessus le chœur, le transept et la nef centrale de l'église. Le concept est inédit et astucieux. Un détail intrigue. Pourquoi l'architecte a-t-il décidé de ne pas remplir les cryptes de pierre? La structure en aurait gagné en stabilité.
Une église normale est entourée de terre. Si vous voulez passer de l'autre côté sans déranger les offices religieux ou en évitant d'entrer en contact avec des laïcs que vous n'êtes pas censé fréquenter, vous n'avez qu'à la contourner par l'extérieur. Mais là, c'était impossible, car autour, il n'y avait que le vide. Et il a donc fallu recourir à ces chapelles souterraines reliées par des passages pour pouvoir circuler. Rien n'est gratuit, tout est pensé. Des messages cryptés, des symboles ésotériques sont présents dans chaque recoin de la vieille abbaye. C'est véritablement un des lieux où on peut comprendre que l'architecture, c'est pas seulement construire des murs, c'est aussi rendre visible l'invisible. Cette crypte qui date des années 1023, c'est en plan un carré. Et ce carré, c'est l'image du monde terrestre. Et ce carré devient, avec cette énorme voûte en berceau, un cercle. Le passage du carré au cercle, c'est dans tout l'art occidental, et dans l'art médiéval en particulier, c'est le passage de la terre vers le ciel. 60 ans après, les travaux sont terminés. Un temps finalement très court pour l'époque. Mais ceux qui étaient à l'origine de ce projet ne sont plus de ce monde. Le temps des cathédrales est différent de celui des humains. L'abbé Hildebert, lorsqu'il lance la construction de la grande église romane au XIe siècle, il sait très bien, effectivement, qu'il n'en verra pas la fin. Quand on s'interroge sur ce qui les a motivés, il y a quelque chose qui apparaît évident. Quand on travaille à un chantier comme celui-ci, on ne travaille pas seulement pour gagner de l'argent, on travaille aussi pour sauver son âme. Ils ne construisent pas pour eux, mais ils construisent pour l'éternité et pour les générations futures. Voilà de quoi parle ce rocher, voilà de quoi parlent ces constructions. L'espérance en la vie éternelle. Avec sa silhouette pyramidale posée aux confins du monde chrétien, le mont fascine, émerveille, attire. La popularité de la montagne sacrée est telle que la communauté monastique est souvent débordée par les foules de croyants. Le pèlerinage est à cette époque une activité extrêmement populaire. C'est un des rares loisirs accessibles à la fois aux seigneurs et au peuple. C'est une façon autorisée, en quelque sorte, de partir, et de partir quelquefois pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec la bénédiction de tout le monde. Prise d'une grande dévotion religieuse, l'Europe voyage. Elle voyage pour prier. La concurrence sur le marché spirituel est rude. 4 centres religieux se partagent ces centaines de milliers de fidèles en quête de l'absolu. Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle et son grand rival au nord, le Mont-Saint-Michel. Le rocher a plusieurs atouts qui peuvent attirer les foules. Et le plus important est la figure de son saint patron, l'archange lui-même. C'est le principal adversaire du diable. Donc, c'est un personnage qui compte énormément dans l'imaginaire collectif. Pourquoi? Parce que tout le monde croit au diable et à sa dangerosité, ici-bas, ici et maintenant. Le monde est entouré de choses bizarres, inquiétantes, qu'on appelle les forces du mal. Et l'archange Saint-Michel est véritablement un soutien et un auxiliaire efficace contre ces forces invisibles. Donc, lorsqu'on vient au mont, on s'adresse à celui qui dresse l'épée contre les forces du mal. Et là, c'est vraiment un combat invisible, mais néanmoins spirituel, prégnant, donc très important. La nature est le deuxième atout majeur du sanctuaire montois. Aucun autre site religieux n'offre un tel spectacle aux yeux émerveillés du pèlerin. Imaginez le pèlerin qui vient d'Allemagne ou du centre de la France, qui n'a jamais vu la mer et qui se retrouve face à un sanctuaire vers lequel il souhaite se rendre et qui doit attendre que la mer s'écarte pour le laisser passer. On est dans l'épisode du franchissement de la mer Rouge par le peuple hébreu sous la conduite de Moïse. L'arme ultime dans le combat pour attirer le fidèle est le miracle, ce phénomène mystérieux qui joue un rôle énorme dans l'imaginaire collectif. C'est Dieu en action, c'est la sainteté effective. Ce n'est pas simplement un catéchisme, un cours de théologie, un peu rude, un peu sec, un peu éloigné des affaires. Là, on est en lien directement avec l'au-delà. Un des miracles extrêmement populaires est celui de la femme enceinte qui accouche sur la grève et se fait surprendre par la marée montante. On dit qu'elle est sauvée in extremis par l'intervention de la Vierge. Il y a des récits de miracles que l'on rédige. Aujourd'hui, on parlerait de plan marketing. Et plus les récits de miracles sont fabuleux, plus évidemment, ça va attirer des pèlerins.
Les légendes, les récits de miracles, tout nourrit l'imaginaire du croyant. Mais c'est ici, à Notre-Dame-sous-Terre, que se trouve le véritable but de son voyage, le trésor du mont, les reliques de l'archange Saint-Michel. On ne peut pas développer un sanctuaire sans reliques. Les hommes ont besoin d'avoir du tangible, de pouvoir toucher. Et c'est notre nature sensible. Et l'archange, c'est problématique. Les anges n'ont pas de corps. Alors, bon, on a récupéré un morceau de pierre avec l'empreinte du pas, un morceau de la cape de l'archange. On va récupérer l'épée et le bouclier de l'archange, pièce de l'âge du bronze peut-être. Malheureusement, elles ont disparu à la Révolution avec quasiment tout le trésor. Et quand on visite Notre-Dame-sous-Terre, on découvre des tribunes. Elles servaient à exposer les reliques. Les pèlerins voyaient les reliques, mais ne pouvaient pas aussi les voler. Car il ne faut pas oublier qu'il y a une concurrence entre les sanctuaires et que certains moines vont même aller voler les reliques des autres. Ça s'appelle du rapt de reliques. Le mont a tous les ingrédients pour attirer des milliers de pèlerins. Il s'y bouscule. Forte de ce succès populaire, l'abbaye doit s'agrandir. Au XIIIe siècle, on a une idée très précise de comment doit être organisé un monastère. Au milieu, c'est l'église. À côté, le cloître, qui est le lieu de méditation, le dortoir, le réfectoire où les moines se restaurent, la salle de chapitre pour tenir les conseils, le cellier pour stocker les provisions, le scriptorium où on travaille, la salle des hôtes et enfin une aumônerie qui sert à accueillir les pèlerins et les pauvres. Pour construire tout cela, le monastère a besoin de 15 000 mètres carrés supplémentaires, un espace énorme. Mais les constructeurs sont confrontés à un problème. La taille du rocher n'a pas changé. Bien sûr, au Mont Saint-Michel, c'est très difficile à faire. Alors ils montent cette extraordinaire structure superposée sur le flanc nord de l'église parce que c'est le seul endroit où il y avait la place de le faire. Si on ne peut pas élargir, il faut empiler. Mais le sommet du rocher est déjà occupé. Il faut donc construire sur le côté nord, sur la pente extrême du mont. Ce devait être extrêmement difficile à réaliser. Et parfois, on se demande si l'architecte n'était pas expérimenté sur des châteaux forts, car cela relève plus de l'ingénierie castrale. Il y a tout un système de maçonnerie qui s'ancre dans le rocher, comme les fondations des immeubles modernes, hein, avec des murs qui se croisent pour donner de la stabilité à l'ensemble. Le coût du chantier est exorbitant. Même si le roi de France qui vient de récupérer la Normandie ne lésine pas sur les moyens, les fonds manquent. Bien sûr, cela a coûté très très cher. Les abbés y ont englouti une fortune. Nous savons qu'ils ont été accusés par leurs moines de dépenser bien trop sur ce projet, au point de les affamer. À un moment, les moines parlent de devoir aller vendre des reliques en ville pour avoir de quoi se nourrir, ce qui est très douteux. La privation a-t-elle été une bonne motivation pour finir le chantier dans un temps record? Seulement 18 ans après le début des travaux en 1228, la chrétienté stupéfaite découvre une construction inédite, un monastère en granit en forme de gratte-ciel. La silhouette de ce nouvel édifice est si légère et en même temps majestueuse qu'on le surnommera la merveille. La merveille est exposée plein nord, vers le large, ouverte aux vents violents qui sévissent dans la baie. C'est un système de contrefort intégré dans les murs qui donne toute la stabilité au bâtiment. Pour opposer au vent un maximum de résistance, le mur n'est pas constitué d'une cloison épaisse, mais d'une suite de contreforts intérieurs. C'est dans la salle supérieure, le réfectoire, qu'on voit tout le talent des bâtisseurs. Mettre la technique au service de la beauté. Ce qui nous frappe quand on arrive dans le réfectoire, c'est pas cet exploit technique, mais c'est évidemment cette lumière fabuleuse dans laquelle on baigne, cette lumière qui n'a ni début ni fin, cette séquence qui est tout à fait originale dans le paysage architectural du XIIIe siècle. C'est un bâtiment où l'on voit partout une grande conscience de la lumière. En particulier quand vous entrez dans le réfectoire, la lumière est extraordinaire, presque comme la lumière de la mer. C'est pas un mur, c'est un rideau de lumière, c'est une suite de piles de ponts. On pointe à l'extérieur pour que le vent s'y brise, on pointe à l'intérieur pour que la lumière se répande. C'est à la fois léger, souple,
lumineux, rigide. Là, vraiment, il y a quelque chose d'exceptionnel. Cette maîtrise technique et esthétique, c'est une réussite fabuleuse. C'est le génie de ces architectes. Mis à part la beauté du bâtiment et sa solidité, les bâtisseurs réussissent avec la merveille un véritable tour de force. Créer une cité symbolique, le reflet fidèle de la société médiévale. Au rez-de-chaussée, loin du royaume céleste, on accueille le peuple et on stocke les nourritures terrestres. Au niveau intermédiaire, on crée des espaces pour la réception des hôtes de marque. Une salle d'une grande importance. Le Mont, on le voit, est visité par les ducs de Normandie, par les Plantagenets et leurs descendants, et puis il sera visité par les rois de France. Jusque de Saint-Louis, qui est venu 2 fois, à François Ier, qui est lui aussi venu 2 fois, presque tous les rois ont fait le pèlerinage. À côté, il y a le scriptorium, une salle où l'on garde les manuscrits, le véritable trésor du Mont. Pour la fabrication d'un seul manuscrit, on pouvait sacrifier un troupeau de 100 moutons. L'écriture, les illustrations, tout était fait à la main. Le travail des moines sur un ouvrage pouvait durer plusieurs mois. Autant dire que ces œuvres rarissimes n'avaient pas de prix. Mais le vrai cœur de la merveille, c'est le cloître. Le lieu de méditation et de prière. Celui du Mont-Saint-Michel est littéralement à couper le souffle. Il donne sur le vide, perché à 78 mètres de hauteur. Un détail surprend. Les colonnettes agencées dans un ordre asymétrique. Esthétique, cet agencement poursuit avant tout le même but de stabilité de l'ensemble. Pour limiter la poussée due au vent sur chaque colonne, on réduit l'espace entre elles en jouant la symétrie. Au XIIIe, on montrait aux pèlerins ce cloître comme l'image du paradis sur la terre. Pour ces hommes du Moyen-Âge, dans la grève, qui ont traversé l'Europe à pied, pour les pèlerins, cette construction très spectaculaire, elle parle, là encore, de la Jérusalem céleste, de la vie à venir, du paradis. C'est ici que les 60 moines qui habitent le mont se retirent de l'agitation, car ça grouille de monde sur le rocher, jour et nuit. À cette époque, le monastère est le centre névralgique de la société. Un centre hospitalier, un resto du cœur, une maison de retraite. C'est un centre culturel où s'accumule le savoir, compilé dans des dizaines de manuscrits. C'est le centre de son univers, le cœur d'un microcosme. Et c'est en ce cœur que l'Empire montois va être frappé. « 17 juin 1434. Dans le brouillard matinal, les gardes postés sur les remparts du mont entendent un bruit étrange. Le rocher se fait attaquer pour la première fois depuis plusieurs siècles. La plus longue guerre de l'histoire de France dure depuis déjà presque 100 ans. Elle oppose le roi d'Angleterre au roi de France. Après l'écrasante victoire des Anglais à la bataille d'Azincourt, toute la Normandie tombe entre leurs mains. Le Mont-Saint-Michel reste le seul point de résistance. Le Mont-Saint-Michel était une source d'irritation majeure pour l'occupant anglais en Normandie. Parce que c'était la seule forteresse importante qu'il ne possédait pas, et que sa garnison était capable de mener des raids sur des villes comme Pontorson et Avranches. Il faut imaginer une garnison de plusieurs centaines d'hommes, au moins 300 et probablement 500 ou 800 peut-être. Et cette force qui est vraiment énorme va conduire des raids très très loin à l'intérieur des terres anglaises. La région de Bayeux, le Bessin, les raids du Mont-Saint-Michel allaient jusque-là.
La garnison avait une capacité de nuisance sur les Anglais qui est inimaginable. Pour retirer cette épine du pied, les Anglais doivent s'emparer du mont. L'entreprise s'annonce extrêmement compliquée. Le Mont Saint-Michel est une forteresse naturelle. La force du mont était de n'être accessible par voie terrestre que 2 fois par jour à marée basse. Et l'approche devait se faire à découvert, à travers des dunes de sable, si bien qu'il n'y avait aucune possibilité de surprise et très peu de réussir un assaut. Si le mont a pu résister, c'est pour ça. Parce que les marées le mettaient à l'abri des menées anglaises. Il y a aussi des raisons humaines. C'est le rempart qui a été construit tout autour du village et qui s'est avéré d'une efficacité redoutable, puisque c'est sur lui que les Anglais butent lors de l'assaut du 17 juin 1434. Les Montois se mettent à fortifier le rocher dès le début de la guerre. Ils commencent par dégager les maisons du village et les aligner pour créer un premier rempart. C'est ce rempart qu'on voit sur l'enluminure des frères Limbourg de la fin du XIVe siècle. Mais voilà qu'une avancée technologique rend tous ces efforts obsolètes. Une nouvelle arme fait des ravages sur la scène européenne. Le canon à poudre. Les canons de l'époque, il faut imaginer des tubes vraiment énormes qui projettent des pierres gigantesques. Il y a énormément de problèmes de qualité technologique. Souvent, les pièces explosent quand on y met le feu. Ça n'est pas standardisé, donc c'est un problème pour avoir des munitions. Mais enfin, il y a une puissance de feu qui est considérable et capable de percer des brèches. Le nouvel abbé du Mont, Robert Jolivet, n'a qu'une idée en tête. Trouver une parade. Les travaux reprennent de plus belle. Les nouveaux remparts correspondent aux critères de l'architecture militaire la plus avancée de l'époque. Pour résister aux canons, on construit des murs jusqu'à 4 mètres d'épaisseur. Un travail énorme. Posés directement sur la grève au pied du mont, ils l'entourent sur les 3/4 du cercle. Le côté nord étant défendu par la pente infranchissable du rocher. Malin et économique. Plusieurs tours sont disposées sur les flancs sud et est, tournés vers le continent. L'éventuel assaut viendrait de ce côté. Chaque tour a des ouvertures à canon sur 180 degrés. Cela permet d'atteindre les assaillants à distance. Si les attaquants parviennent jusqu'au pied des murs, ils se retrouveront sous une pluie de pierres via un système de machicoulis, les ouvertures en haut des remparts. Les Anglais se retrouvent donc devant une forteresse imprenable. Un assaut serait suicidaire. Les Anglais choisissent la seule tactique qui leur reste. Affamer les assiégés en empêchant le ravitaillement. L'accès principal au mont est à l'est. C'est par là qu'arrivent les pèlerins qui font escale sur l'île de Tombelaine. C'est sur cette île que les Anglais installent une forteresse qui bloque l'accès est et leur sert de base pour préparer une attaque éventuelle. Les défenseurs ripostent en déplaçant la porte vers le sud, ce qui obligerait les troupes venant de Tombelaine à contourner le mont sous le feu des défenseurs. Alors, un deuxième point de blocage anglais est construit à Ardevon. Mais ça ne suffit pas non plus. L'accès maritime étant libre, les défenseurs se font ravitailler par les marins de Saint-Malo qui sont restés fidèles au roi de France. Une flotte anglaise qui tente de bloquer la baie est décimée par les Malouins. Après 10 années de tentatives infructueuses de bloquer le mont, les Anglais doivent se résoudre à tenter le tout pour le tout. Le Mont Saint-Michel devient vraiment un objectif en 1434 parce que Jeanne d'Arc a renversé la situation, Orléans est sauvé, la Champagne, la Picardie sont reprises, les Anglais voient bien qu'ils ne vont pas réussir à conquérir le royaume, donc leur objectif maintenant c'est conquérir la Normandie, conserver la Normandie plutôt. Donc à partir de 1431-32, prendre le Mont Saint-Michel c'est indispensable pour sécuriser cette espèce de joyau de la couronne qu'est la Normandie pour les Anglais. Un assaut de cette ampleur, ça se prépare. Avant tout, il faut créer une supériorité numérique. Et des hommes, il en faudra beaucoup. Il y a un pic de concentration d'hommes à Ardevon. On vide les garnisons normandes pour faire venir des troupes en masse à cet endroit-là. À Tombelaine, pareil, pic de garnison. Et avec cette masse de troupes et l'artillerie, on va essayer de réaliser l'assaut. Il est impossible de se saisir du Mont Saint-Michel sans les canons. La vraie question est où et comment les disposer pour qu'ils soient efficaces. S'ils restent sur la terre ferme, ils seront trop loin. Si on transportait l'artillerie à travers les sables, entre la terre ferme et le rocher, le sol était trop mou pour qu'elle soit efficace.
On ne pouvait l'installer que pour de très courtes périodes, quand la marée s'était retirée. Il faut imaginer cela, hein. Transport de canons sur des grèves humides, c'est extrêmement difficile. C'est un coup de poker considérable. Soit l'assaut réussit, soit non seulement il échoue, mais on va perdre toute l'artillerie, on ne pourra pas la rembarquer, on n'aura pas le temps. Le temps est l'enjeu primordial de cette entreprise. Le commandement anglais le comprend très bien. Le 17 juin 1434, c'est pas une date qui est prise au hasard, ça correspond à peu près au solstice de juin. Par ailleurs, on imagine que c'était ce qu'on appelle un quart de lune de morte eau, donc le moment de l'année où les eaux sont les plus basses et où la marée ne va pas monter pendant peut-être 24 heures. Ils ont un créneau ouvert ce jour-là, donc c'est le moment d'y aller ou jamais. Tôt le matin, les assaillants se mettent en marche sur la grève. Ils sont 2 ou 3 000 contre quelques centaines d'assiégés. Ils ont des dizaines de canons. Et ils disposent d'une quinzaine d'heures avant que la mer ne remonte. Ce qu'on sait des assauts à cette époque-là, effectivement, c'est que l'artillerie joue un rôle essentiel. Il ne s'agit pas de lancer les gens à l'assaut de la place avant qu'il y ait une brèche ou même plusieurs. Les canons vont tirer, fragiliser les murs jusqu'à ce que des pans entiers s'effondrent, de préférence plusieurs, et c'est là qu'on va envoyer les hommes à l'assaut. Après plusieurs heures de bombardement, une brèche s'ouvre enfin. Le commandant anglais préfère attaquer de suite. Il a sans doute peur de se faire surprendre par les flots. La brèche étant insuffisante, la précipitation va coûter cher aux Anglais. On n'en a aucune trace dans les sources, mais il y a 2 hypothèses. Ou bien les gens de la garnison du Mont sont sortis et les Anglais se sont enfuis derrière eux, ou alors la marée montait et ils se sont rendus compte qu'il fallait de manière urgente repartir. C'est vraiment un pari que Lord Skall a pris, et un pari très très risqué qu'il a malheureusement pour lui perdu. L'assaut anglais est un désastre. Des milliers d'hommes restent sur la grève. Les quelques rescapés fuient en abandonnant les canons. Une de ces armes redoutables est toujours exposée à l'entrée du mont. Le malheur des uns fait bien le bonheur des autres. La résistance de 33 ans couronnée de succès porte le prestige de Saint-Michel et de son sanctuaire au zénith. Sur l'étendard même du roi de France, on peut lire ce slogan: Saint-Michel est mon seul défenseur. À la fin du Moyen-Âge, les conflits des hommes ont cessé de menacer le mont. Mais la nature, quant à elle, reste un adversaire redoutable. La position géographique de la baie en fait un des endroits les plus dangereux du littoral français. Les vents venus de l'Atlantique peuvent atteindre une vitesse ahurissante de 230 km/h. Les orages sont violents, les secousses sismiques régulières. Même les bâtiments en granit ont du mal à y résister. L'histoire de l'abbaye est jalonnée d'écroulements. En 1421, en pleine guerre de 100 ans, le cœur roman de l'église s'écroule. Au monastère, on craint l'apocalypse. Ces phénomènes d'effondrement peuvent être causés par des problèmes de stabilité. Mouvement sismique, il en est eu au cours du Moyen-Âge, on le sait. Mais c'est peut-être aussi des défauts d'entretien. C'est lié au mortier. Si vous avez des incendies, les charpentes brûlent. Les gouttières pas entretenues, l'eau pénètre dans les maçonneries et fait fondre le mortier. Et tout le bâtiment s'effondre. La nature agit sur les structures architecturales, bien évidemment, mais à la marge, la gravité est une chose beaucoup plus importante. Bien entendu, hisser des pierres sur des dizaines et des dizaines de mètres de hauteur est beaucoup plus problématique et génère des déformations de l'architecture, des voûtes et, le cas échéant, des effondrements. Paradoxalement, l'effondrement du chœur roman tombe à pic. Depuis 200 ans, toute l'Europe se couvre de cathédrales gothiques. À côté, l'église du Mont a l'air vieillotte. L'écroulement présente donc une belle occasion de construire quelque chose de nouveau. Le chœur gothique qui voit le jour n'a rien à voir avec son prédécesseur. Les nouvelles techniques permettent d'alléger au maximum les murs pour faire rentrer une quantité de lumière inouïe. Tout est fait pour impressionner le fidèle, qui aurait désormais la sensation de baigner dans la clarté divine.
Ce chœur élancé et fragile de l'église ne tiendrait pas sans une structure complexe que l'on voit à l'extérieur. Les contreforts, les arcs-boutants et les culées sont les éléments porteurs sur lesquels est répartie toute la poussée du bâtiment. C'est une cage thoracique à l'intérieur de laquelle pulse un cœur de lumière. La construction de ce chœur gothique sera le dernier grand chantier avant longtemps. Peu à peu, l'abbaye va tomber dans l'oubli. Les temps ont changé, la façon de croire aussi. On est en plein XVIIIe siècle, celui des Lumières. Le rocher entre ainsi dans sa période la plus noire. Du sublime à l'horrible, il n'y a qu'un pas. L'histoire a soumis la demeure de l'Archange à une épreuve terrible. Le génie de l'homme a créé la merveille du mont, mais sa cruauté l'a transformée en l'une des pires prisons d'État de l'histoire. Parce qu'il était loin de tout, fortifié, dedans c'était horrible. Plein de cachots sombres, humides et glaciales, des passages étroits, un endroit effroyable où être emprisonné. Tout commence au XVe siècle, lorsque Louis XI apporte au Mont sa célèbre cage de fer surnommée Fillette, dans laquelle il enferme ses ennemis politiques. Les détenus sont encore peu nombreux, et les moines sont payés pour être geôliers et prennent leur nouveau rôle très à cœur. On va utiliser l'abbaye comme lieu de relégation et d'enfermement. Le lieu est parfait, il est isolé, entouré par la mer, des grands bâtiments. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI vont l'utiliser. On va même surnommer l'abbaye la Bastille des mers. C'est au moment de la Grande Révolution que le destin du Mont change radicalement. En août 1792, les révolutionnaires déclarent que tous les prêtres refusant de prêter serment à la nouvelle constitution sont passibles d'une peine d'emprisonnement. On les appellera les prêtres réfractaires. Ils seront les premiers à être envoyés au Mont Libre, comme on surnomme désormais le rocher. Les prêtres réfractaires sont menacés et parfois enjôlés, emprisonnés au Mont. Donc c'est un renversement de situation tout à fait intéressant. Pendant des siècles et des siècles, les moines régnaient en quelque sorte sur le lieu. Cette fois-ci, certains vont se retrouver évidemment emprisonnés et je dois dire emprisonnés assez rapidement. La révolution ne traîne pas de ce côté-là. D'abord les membres du clergé, puis les prisonniers du droit commun, rejoints rapidement par les quelques prisonniers politiques. Pendant les 70 ans à venir, ils seront 14 000 à s'entasser sur le rocher. Et là, on change d'échelle. C'est-à-dire que c'est pas 2-3 prisonniers, là, c'est des centaines. Et il y avait aussi les enfants. Car on a peine à l'imaginer, mais en 1830, il y a presque 1 millier de prisonniers. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont enfermés dans des conditions qu'on a peine à imaginer. Une des plus grandes prisons du royaume, le Mont Libre, devient également une des plus importantes usines carcérales. Napoléon, lorsqu'il organise des maisons centrales, au début du 19e siècle, veut que ces prisons ne coûtent rien à l'État. Et donc on va faire des prisons semi-privées. C'est-à-dire qu'il y a un directeur, un personnel administratif de l'administration, et il y a un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un personnage qui prend à ferme la prison, c'est-à-dire qu'il paye la nourriture, les vêtements, il fournit tout ce qui est nécessaire à la vie, mais il se paye sur la bête. C'est savoir que lui va récupérer l'argent du travail des prisonniers. Un tourisme lugubre se met progressivement en place. Des centaines de visiteurs viennent au Mont Libre pour voir leurs proches emprisonnés. On a des voyageurs qui viennent parfois d'assez loin pour visiter le monastère. Et il faut imaginer que les gardiens de la prison sont à la fois, certes, les geôliers des détenus, mais aussi les premiers guides, les premiers conférenciers. Et on sait même que certains détenus commencent à fabriquer les premiers souvenirs. L'économie montoise continue à prospérer sous tous les régimes. Mais la structure subit des modifications qui font froid dans le dos. L'objectif des autorités pénitentiaires, faire entrer dans une structure prévue pour 60 moines, des centaines de détenus en plus des ateliers.
Normalement, dans l'idéal, il y a un prisonnier par cellule. Le prisonnier doit être isolé. Mais en fait, à l'époque, ils sont en dortoir commun, avec 300 lits. Et ils sont ensemble dans les ateliers, à travailler du soir au matin. L'ingéniosité des geôliers n'a pas de limite. On cloisonne tout, on casse les volumes. On commence par couper la nef de l'église abbatiale en 3 niveaux, avec en bas un réfectoire pour les prisonniers, un dortoir au niveau intermédiaire et un atelier de tissage sous les toits. Il en sera de même pour les salles de la merveille. La salle des hôtes, où les moines accueillaient autrefois des rois de France, devient un dortoir pour les 50 soldats de garnison. Nourrir tout ce monde au quotidien n'est pas une chose facile. Une rampe est construite pour monter les provisions qui arrivent du continent. Sur ce viaduc, un chariot est tiré par une grande roue actionnée à la force des pas des prisonniers. Dans cet univers cauchemardesque, la situation sanitaire se dégrade rapidement. Donc on le voit, il y a une mortalité importante, parce que la promiscuité, parce que les bâtiments, il n'y a plus de carreaux, on le voit sur les gravures de l'époque, c'est à la fois humide et délabré, les conditions de vie sont épouvantables. Très tôt, les intellectuels indignés réclament la suppression de la prison montoise. Un crapaud dans un reliquaire, écrit Victor Hugo après sa visite sur l'île. Mais si en 1863, Napoléon III décide de fermer la Bastille des Mers, c'est avant tout pour une raison pratique. Au milieu du 19e siècle, l'un des 3 fleuves côtiers de la baie, la Sélune, se rapproche du mont en coupant l'accès depuis la ville la plus proche. Le ravitaillement de la prison devient très problématique. Une fois de plus, la nature change le destin de son rocher. Alors, tous les guides de l'abbaye expliquent que cette prison, elle a eu un mérite. Elle a sauvé l'abbaye de la destruction. Parce qu'elle servait de prison, l'abbaye n'a pas servi de carrière de pierre et a été un minimum entretenue. À la fin de cette période sombre, la situation est désolante. Vidé de ses détenus et geôliers, le mont n'est plus qu'un fantôme. Personne ne peut alors prévoir que quelques années plus tard, le rocher va accueillir 25 000 visiteurs venus admirer la célèbre statue dorée de Saint-Michel. Que s'est-il donc passé ? Un facteur contribue largement au sauvetage du caillou. La restauration historique de l'abbaye, un concept tout nouveau. Le rocher est véritablement sauvé en 1874, lorsqu'il est mis sous la protection du service des monuments historiques. La Troisième République décide de mener une grande campagne de restauration du patrimoine national. La silhouette de l'abbaye qu'on connaît aujourd'hui est le fruit des efforts d'une dynastie d'architectes du XIXe siècle. L'architecte Victor Petitgrand va donner au Mont-Saint-Michel sa silhouette élancée. L'auteur de la célèbre flèche néogothique, c'est lui. Pour parvenir à percher la flèche au sommet de l'abbaye, Petitgrand a été obligé de démonter entièrement la tour romane de la croisée du transept pour la renforcer. Le 6 août 1897, on y rajoute la statue de l'archange Saint-Michel, terrassant le dragon de l'Apocalypse. Réalisée en plaques de cuivre soudées, elle mesure 3,5 mètres et a coûté 6 000 francs, l'équivalent de 15 000 €. L'installation de la statue a permis d'écarter l'un des plus terribles dangers montois, la foudre qui avait gravement incendié l'abbaye à 12 reprises. Des paratonnerres ont été fixés aux extrémités des ailes et de l'épée de Saint-Michel. Depuis, l'archange protège son abbaye dans le vrai sens du terme. Mais dans son combat contre la foudre, il perd des plumes. C'est une œuvre qui est sur une structure de fer, constituée de plaques de cuivre repoussées. Donc on sait très bien que la coexistence de différents types de matériaux peut, dans le cadre d'un choc électrique tel que la foudre, nous entraîner vers des percements, des dislocations, des fusions. Lorsque la restauration de 87 a été engagée, la main de l'archange qui tient le glaive dressé au-dessus de sa tête, eh bien cette main était brisée à hauteur du poignet et le glaive complètement couché. L'homme doit désormais prendre soin de son protecteur. À plusieurs reprises, on doit enlever la statue de son socle pour procéder à sa restauration. C'est aujourd'hui l'unique occasion pour l'archange de déployer ses ailes. La dernière opération de ce type s'est déroulée en mars 2016. La dépose de l'archange, plusieurs fois reportée à cause des vents violents, a fini par aboutir.
cours des 2 mois qui allaient suivre, la statue allait être nettoyée, ressoudée et redorée dans des ateliers du sud de la France. Les efforts et l'argent investi portent leurs fruits. Le nombre de visiteurs fait un bond. De 10 000 en 1860, il passe à 25 000 17 ans plus tard. En 1908, le Mont célèbre son nouveau record, 100 000 visiteurs par an. Le voyage montois est désormais très en vogue. Le siècle à venir va voir le Mont Saint-Michel devenir une destination culte. Le reflet de cette fulgurante ascension du rocher est l'histoire d'Annette Poulard. Arrivée sur le caillou comme femme de chambre d'un des architectes en charge des travaux, cette femme originaire de Nevers ouvre une auberge où restent les rares visiteurs. Madame Poulard a le sens de l'accueil, a un faible pour les artistes qu'elle laisse parfois filer sans payer et prépare une omelette qui va devenir mythique. Un phénomène nouveau va transformer une modeste aubergiste en une femme fortunée, le tourisme. Grâce aux nouvelles technologies, l'homme du 19e siècle creuse, édifie, bâtit pour réaménager et transformer son environnement. Cette vague de créativité se ferait un chemin jusqu'au mont. En 1878, le gouvernement républicain décide de construire une digue qui reliera le Mont Saint-Michel au continent. Pour la première fois de son histoire millénaire, le rocher est rattaché à la Grande Terre. Dans la foulée, on lance la construction d'une ligne de tramway à vapeur entre Pontorson et le Mont. Une astuce technique permet de finir les travaux dans un délai très court. Une plateforme tournante est installée pour permettre au train de repartir dans le sens inverse une fois arrivé à son terminus à quelques mètres des remparts. Pour la première fois, une machine fabriquée par l'homme débarque au pied des murs centenaires. Une campagne de publicité de grande envergure est lancée pour populariser cette nouvelle destination. Le succès dépasse toutes les attentes et les chiffres le prouvent. De 100 000 en 1908, les visiteurs sont plus de 150 000 dans les années 30. Les monarques, les présidents, les stars de cinéma se pressent au mont. Le passage obligé est l'auberge de la mère Poulard. L'authenticité de son accueil va de pair avec l'austérité du monastère. On raconte qu'un jour, Léopold II, roi des Belges, a demandé de prendre son déjeuner dans la rue. Refusé. Comme tout le monde, le monarque doit prendre son repas dans la salle à manger. La mère Poulard a du caractère. La véritable explosion touristique se produit à partir des années 60. Les congés payés, les véhicules particuliers et le boom économique créent des tsunamis de touristes qui s'emparent du Mont Saint-Michel jour et nuit. Ils sont aujourd'hui 2,5 millions, ce qui fait du Mont Saint-Michel le 3e monument culturel français le plus visité. Un énorme parking est créé au pied du rocher. Tout semble aller pour le mieux. Les touristes du monde entier sont comblés, les commerçants sont prospères, l'État est fier de sa merveille. La Maison Poulard est désormais un groupe qui possède la moitié des hôtels et restaurants du Mont. La mythique omelette attire toujours les foules. C'est alors que les voix discordantes se font entendre. D'après elle, le Mont court à sa perte. On s'est aperçu qu'on avait 2 soucis. Le premier, c'est que le Mont Saint-Michel n'était plus une île. La digue de 1879 bloquait la circulation des flots et donc le caractère particulier du mont était en train de disparaître. Et en plus, l'ensablement commençait à gagner la baie et c'était un vrai souci par rapport à la qualité et à l'image du site. Deuxième élément, c'est effectivement ce parking au pied du Mont Saint-Michel qui défigurait le monument. L'alerte est lancée dès les années 1970. Le mont est en train de perdre son caractère maritime unique. Le rocher s'enlise dans le sable à une vitesse vertigineuse. Le niveau de la grève augmente de 3 cm chaque année. À ce rythme, le mont risque d'appartenir définitivement à la Terre d'ici 2040. Pour le rocher, c'est une vraie catastrophe. Si on veut garder ce caractère particulier, il fallait réagir parce que vous mettez le mont 10 km à l'intérieur des terres, vous changez tout. L'appel est lancé, il faut sauver le mont. Les études et les travaux dits de rétablissement du caractère maritime, RCM, vont s'étaler sur 20 ans et donneront lieu à un projet de type tout nouveau.
Pour comprendre le fonctionnement de la baie et les causes de l'ensablement, on décide de reproduire le mont et son environnement sur une maquette gigantesque installée dans un laboratoire à Grenoble. Pour avoir une idée tout de même de la dimension de la maquette, sachez qu'elle occupait un hangar de 1000 mètres carrés. On a reconstitué toute la géographie, les fonds, avec des matériaux qui étaient supposés représenter la Tangue, et puis une reconstitution des mouvements de l'eau par un système de bassins et des cycles de marée, de manière à rendre visibles et perceptibles des phénomènes qui ne pouvaient pas être reproduits à l'échelle 1. La période des tests dure 10 ans et débouche sur une série de solutions complémentaires. La première mesure à entreprendre est de rétablir la libre circulation de l'eau autour du Mont-Saint-Michel en détruisant la digue-route qui est là depuis plus de 100 ans. Au XIXe siècle, on voulait développer le tourisme, on ne pouvait pas laisser les pèlerins comme ça, ne pas pouvoir traverser en toute sécurité. Mais en même temps, on n'a pas pensé aux effets à l'époque de ce que ça allait produire. Et c'est un siècle plus tard qu'on s'est dit, mais on ne peut pas laisser les choses dans l'état, sauf à détruire un équilibre naturel et un site qui est quand même un des grands sites remarquables. En plus de la destruction de la digue, il faut enlever le sable déjà accumulé autour du Mont-Saint-Michel. Le seul qui pourrait remplir le rôle de vidangeur est le modeste fleuve qui passe au sud du mont, le Couesnon. Mais la puissance de ces flots n'est pas assez importante. On imagine donc un système astucieux qui doit décupler ses forces. Un coup de pouce à la nature sous forme de barrage. Toute l'idée qui est géniale des hydrauliciens était d'utiliser l'énergie maritime pour permettre de rechasser les sédiments. Donc se servir au fond de cette qualité du lieu et de l'énergie que la mer apportait avec l'infini de la masse d'eau qui est derrière la marée au fond. À la marée montante, les vannes du barrage s'ouvrent pour laisser passer l'eau de mer. Le canal de Couesnon sert donc d'immense réservoir d'eau. Ensuite, les vannes se ferment en laissant la marée repartir. À la marée basse, les vannes s'ouvrent progressivement pour larguer l'eau de mer stockée. L'ouverture des vannes contrôle la puissance de la vague créée. C'est elle qui emporte les éléments vers le large. L'opération se répète 2 fois par jour au rythme naturel des marées. Je vois toujours cet ouvrage d'art comme une sorte d'horloge astronomique qui donc se déclenche au moment où les marées arrivent, en fonction des marées, donc en fonction du mouvement des astres, de la Lune et du Soleil. Et toujours différemment, parce que les coefficients de marée ne sont pas les mêmes, et donc les vannes ne s'ouvrent pas toujours évidemment à la même heure, mais toujours avec la même amplitude. Comment construire un barrage sur un fleuve qui continue à s'écouler jour et nuit? Le chantier se fait en 2 étapes. On crée un enclos étanche sur une partie du fleuve et on commence à installer les piles de béton qui vont supporter toutes les pièces du barrage. On construit ensuite la moitié du barrage et on recommence de l'autre côté. Un travail d'une grande précision. Chaque pile a été coulée d'un seul tenant. On continue avec des camions toupies qui venaient de façon continue. C'était un moment absolument incroyable. Donc on crée le coffrage et on a coulé comme ça. Il ne fallait pas arrêter le coulage, sinon on avait un problème évidemment. Donc par tous les temps, il fallait assumer, je crois que c'était 10 heures de coulage. On continue, donc les compagnons restaient 15 heures sur le chantier, se terminaient la nuit. Ces éléments qui sont à l'intérieur des piles ont une tolérance de 2 mm de pause. Quand on coule du béton, la tolérance, c'est de l'ordre du centimètre, pas 2 mm. Là, on est dans une exigence absolument incroyable. Une fois coulées, les piles vont accueillir les nombreuses pièces qui viennent de tous les coins de l'Europe. C'est vraiment une œuvre collective, un chantier comme ça. C'est une aventure humaine qu'on partage avec des compétences extrêmement différentes et qui est d'une richesse absolue au niveau humain. Mais la baie de Saint-Michel réserve de nombreuses surprises à ceux qui s'y aventurent. Pas toujours agréables. Les vérins ont été fabriqués en Hollande, ont été livrés, on a mis en place les vérins et ça s'est mis à dysfonctionner. Il y a eu des rayures qui sont apparues, c'est bloqué complètement. Personne n'a compris pourquoi, ça s'est jamais passé. Et ça a mis un certain temps, des experts sont venus et en fait c'est le vent de sable de la baie
qui est un vent chargé d'un sable extrêmement fin, cette fameuse tangue qui englue le Mont Saint-Michel, faisait que sur l'huile des vérins, le corps des vérins, la poussière de sable adhérait de façon presque invisible et rendait la chose abrasive et permettait plus de fonctionner. Il a fallu changer la qualité de l'huile pour trouver une huile qui soit compatible avec cette terre-là. Donc qui aurait pensé ça sur les plans ? La deuxième partie de l'opération RCM consistait à détruire la route digue qui bloquait depuis 100 ans la circulation de l'eau autour du mont et à construire un nouvel ouvrage d'accès qui devait répondre à plusieurs critères. Le premier était de faire à nouveau circuler l'eau tout autour du mont. Le deuxième était d'être capable de supporter de lourdes charges, comme des camions, des cars, tout en permettant aux piétons de marcher comme sur l'eau. Et le troisième aspect, peut-être le plus important, était de trouver un design, un dessin, en harmonie avec le paysage. Je crois que c'était là le plus grand défi. J'ai essayé de construire une passerelle toute simple au fil de l'eau, aussi légère et fine que possible. Au début, ça paraissait une idée folle. Au lieu d'avoir quelques grosses piles laissant passer les eaux, j'ai proposé de multiplier les piliers et de les rendre aussi fins que possible, ce qui permettait de laisser passer l'eau, mais aussi d'installer un tablier extrêmement fin. La partie la plus délicate de la passerelle qui survole la baie est posée sur de nombreux piliers. L'installation de chaque pilier est toute une affaire. D'abord, une machine spéciale creuse un trou de 30 mètres de profondeur dans la tangue pour trouver la roche. Ensuite, on y installe une armature, puis on coule le béton. Enfin, un pilier en acier vient se poser dans cette colonne en béton. Un des supports de la passerelle est prêt. Il y en aura 134. L'idée semble assez modeste, mais en fait elle est hautement technique. Il y a d'abord toute une logistique attachée au projet. En plus, c'est un lieu très touristique. Alors, il y avait toujours du monde, des curieux. Et ensuite la mer. Chaque opération posait un problème. On construisait une voie d'accès, mais il devait aussi résister aux marées. La construction de la passerelle a duré 3 ans et a mobilisé plusieurs équipes. Le temps était enfin venu pour détruire la digue en détachant le Mont Saint-Michel du continent. Après 10 ans, les travaux sont officiellement terminés en octobre 2015. La passerelle et le barrage sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans le paysage montois. Leur efficacité semble à la hauteur des espoirs. 40 hectares de sédiments ont déjà été emportés vers le large. On espère que les mesures entreprises permettront d'abaisser le fond marin autour du Mont Saint-Michel de 70 cm d'ici 2045. Aujourd'hui, la baie accueille les grandes marées 20 fois par an. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, le Mont Saint-Michel a retrouvé toute sa puissance naturelle au milieu des éléments. Le Mont Saint-Michel attire des peuples en foule depuis des centaines d'années. Pourquoi? Je pense qu'il est quelque part le symbole rassurant peut-être d'une stabilité dans l'instabilité du monde actuel. Depuis 13 siècles, le Mont Saint-Michel garde un équilibre fragile entre la terre et la mer. Sa structure complexe a su résister, s'adapter, évoluer. Modeste église normande à ses débuts, le rocher s'est transformé en une importante abbaye
s'est doté d'une enceinte imprenable pour devenir un des sites touristiques les plus prisés au monde. Quel sera son avenir? Quels nouveaux défis faudra-t-il relever pour préserver ce site exceptionnel? Quel sera l'environnement du mont à l'époque des grandes transformations climatiques? Une chose est sûre, l'histoire du Mont Saint-Michel n'a pas fini de s'écrire.